le bouclier protecteur de notre planète se dégrade et finit par ne plus suffire. Il en va de même pour nos satellites. D'abord, les satellites de communication en orbite haute tombent sur Terre. Ensuite, les astronautes en orbite terrestre basse ne peuvent plus contacter leur centre de contrôle. Et enfin, des rayons cosmiques dangereux et implacables commencent à bombarder toute la planète, provoquant le chaos et la dévastation. Sont-ce les conséquences terrifiantes du renversement du champ magnétique de la planète, auquel nous allons devoir faire face? En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, le pôle magnétique nord de la Terre est extrêmement déséquilibré. C'est tellement grave que les scientifiques vont devoir réviser le modèle global du champ magnétique qui avait été publié il y a seulement 4 ans. Est-ce que cela signifie que le pôle magnétique de notre planète va bientôt s'inverser? Un peu de patience. Nous allons le découvrir un peu plus tard. Voyez-vous, le pôle magnétique se déplace de manière assez erratique de l'Arctique canadien vers la Sibérie. Et ces mouvements sont très imprévisibles. Mais il est normal que le pôle bouge. Il existe des relevés sur le long terme à Londres et à Paris qui prouvent que le pôle magnétique nord se déplace aléatoirement autour du pôle de rotation sur des périodes de plusieurs centaines d'années. Mais le plus étonnant dans son mouvement, c'est qu'il tend à gagner en vitesse. Vers le milieu des années 90, le pôle magnétique a inopinément accéléré, passant d'un peu plus de 14 km à 54 km par an. Et récemment, le pôle a franchi la ligne de changement de date, se dirigeant vers l'hémisphère oriental. L'Agence spatiale européenne a lancé des satellites de pointe destinés à analyser le champ magnétique en 2013. Grâce à eux, les chercheurs disposent de précieuses données qu'ils peuvent non seulement utiliser pour dresser des cartes du champ magnétique, mais aussi pour les mettre à jour tous les 6 à 12 mois. C'est ainsi qu'ils ont pu remarquer que le champ principal s'amenuisait, lui aussi. Cela pourrait être un signe que le champ magnétique de la planète est sur le point de s'inverser. Pour mieux comprendre ce processus, nous devons comprendre comment fonctionne le champ qui émane de notre noyau. Mettons que nous ayons une barre aimantée qui traverse le centre de notre planète et qui est un pôle nord et un pôle sud. Cet aimant est incroyablement puissant, représentant environ 75% de l'intensité du champ magnétique de notre planète à la surface. Notre aimant ne fait pas que bouger, mais il s'affaiblit également, d'environ 7% à chaque siècle. Il faut admettre que cet aimant n'est pas une représentation parfaite du champ produit par notre noyau. C'est plutôt comme si des courants électriques généraient le champ magnétique de la Terre. Néanmoins, ce modèle facilite la compréhension de ce qui arrive à notre planète en ce moment. Le champ magnétique de notre planète joue un rôle important dans la protection contre les radiations dangereuses et l'activité géomagnétique, qui est le produit de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Le champ magnétique de la Terre se déplace également. Les scientifiques ont étudié et suivi le mouvement des pôles magnétiques au cours de centaines d'années. Les mouvements historiques de ces pôles indiquent des changements dans la géométrie globale du champ magnétique de notre planète. Et ils peuvent également signaler le début de l'inversion du champ. C'est ainsi que l'on appelle un basculement entre les pôles magnétiques nord et sud. Il faut savoir que si le pôle magnétique nord se déplace un peu, ce n'est pas un très gros problème. Mais un renversement complet pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète, ainsi que sur nos technologies modernes. Heureusement, de tels renversements ne se produisent pas du jour au lendemain. L'ensemble du processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le pôle magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. Ainsi, les terribles événements du début de cette vidéo ne risquent probablement pas de nous arriver. La magnétosphère continuera à protéger la planète des rayons cosmiques et des particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière pourrait tout de même atteindre la surface terrestre. Les champs magnétiques sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement en lui, on l'appelle un conducteur. Le métal est un excellent conducteur, et nous l'utilisons souvent pour transférer les courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons se déplaçant à travers le métal. C'est ce courant qui génère un champ magnétique. La Terre possède un noyau de fer liquide. En d'autres termes, il existe des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Les courants de charge se déplacent constamment à travers le noyau, et le métal liquide y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique produit à son tour quelque chose qui ressemble à une bulle autour de la planète. On appelle cela la magnétosphère, et elle se situe au-dessus de la partie la plus haute de l'atmosphère.
Cette couche nous protège et dévie le rayonnement cosmique de haute énergie, qui sinon serait extrêmement dangereux pour les gens et les autres formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère. La couche de l'atmosphère de notre planète qui contient des tonnes d'ions et d'électrons libres et qui est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et le vent solaire magnétisé est ce que les scientifiques appellent la météo spatiale. Le vent solaire est normalement assez léger et il n'y a absolument pas de météo spatiale. Mais parfois, le Soleil commence à expulser d'énormes nuages de gaz magnétisés qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Ils sont appelés éjections de masse coronale, ou EMC. Celles-ci sont éjectées du Soleil sur plusieurs heures. Les EMC s'apparentent généralement à d'énormes filaments tordus et peuvent se produire spontanément. Leur fréquence varie selon un cycle solaire de 11 ans. Par exemple, au minimum solaire, on peut observer une éjection par jour. Et lorsque le Soleil est dans sa phase la plus active, il peut y avoir jusqu'à 3 EMC par jour. Les éjections de masse coronale perturbent le flux calme du vent solaire et causent de graves perturbations capables d'endommager des choses à la fois dans l'espace proche de la Terre, comme les satellites, et à la surface de la planète. Si les éjections de masse coronale atteignent la Terre, leur interaction avec la magnétosphère génère des tempêtes géomagnétiques. Celles-ci peuvent comme produire des aurores, qui se produisent lorsqu'un flux de particules chargées frappe l'atmosphère et l'illumine. Et puis, il y a aussi les éruptions solaires. Elles se développent plus rapidement et avec beaucoup plus d'énergie que les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure, en comparaison des éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont aussi incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que de telles explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se tord dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie emmagasinée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se poursuivent pendant des heures. Une puissante tempête solaire peut potentiellement provoquer une panne d'électricité dévastatrice sur l'ensemble de la Terre. Si ce n'était pour la magnétosphère terrestre, les effets de l'activité solaire seraient de beaucoup plus dévastateurs. Heureusement, elle dévie la plupart des particules solaires qui se précipitent vers notre planète depuis notre étoile à une vitesse de plus d'1,6 km/h. Mais même ainsi, lors d'événements météorologiques spatiaux, il y a beaucoup de radiations dangereuses près de la Terre. Elles peuvent potentiellement nuire aux astronautes et aux engins spatiaux. De plus, la météo spatiale peut endommager nos grands systèmes conducteurs, comme les pipelines et les réseaux électriques, par exemple en surchargeant les courants qui circulent à l'intérieur. Les scientifiques cartographient et suivent régulièrement l'orientation et la forme globale du champ magnétique de notre planète. Pour ce faire, ils exploitent des mesures locales de l'orientation et de l'amplitude du champ. C'est ainsi qu'ils ont pu conclure que l'emplacement du pôle magnétique nord avait bougé de presque 1000 km depuis que les premières mesures ont été prises en 1831. Le champ magnétique de notre planète s'inverse sur une échelle de temps variant de 100 000 à 1 million d'années. On peut dire à quelle fréquence cela se produit en regardant les roches volcaniques au fond de l'océan. Elles retiennent l'orientation et la force du champ magnétique de la Terre au moment de leur création. Ainsi, la datation de ces roches nous donne une image de l'évolution du champ magnétique de notre planète au fil du temps. D'un point de vue géologique, les inversions de champ se produisent assez rapidement. Mais elles sont extrêmement lentes d'un point de vue humain. Un renversement complet prend normalement quelques milliers d'années. Mais pendant cette période, l'orientation de la magnétosphère peut changer, exposant davantage la Terre au rayonnement cosmique. De tels événements ont tendance à modifier la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude quand aura lieu le prochain renversement du champ magnétique. Mais ils continuent de cartographier et de suivre le mouvement du nord magnétique de notre planète. Au fait, la Terre n'est pas la seule planète disposant d'un champ magnétique. Les géantes gazeuses, comme Jupiter, ont également une couche d'hydrogène métallique conductrice qui génère leur champ magnétique. Le champ interne de Jupiter empêche le vent solaire d'interagir directement avec l'atmosphère de la planète. Voici John.
John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer.
Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène, c'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. Au lieu de s'abattre vers le sol, comme le ferait n'importe quel éclair ordinaire, ou du moins de filer latéralement entre les nuages, un jet gigantesque jaillit du sommet du cumulus. Il s'étend à plus de 80 km dans le ciel, atteignant quasiment la frontière inférieure de l'espace. Ce jet colossal est le plus puissant et le plus rare type d'éclair qui soit. Il se produit environ 1000 fois par an et dégage jusqu'à 50 fois plus d'énergie qu'un éclair ordinaire. Et il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont vraisemblablement détecté le plus grand éclair de CE type jamais observé. Il a pris naissance dans un nuage au-dessus de l'Oklahoma en 2018. Le transfert de charge était presque double par rapport au précédent phénomène lumineux le plus puissant. Les scientifiques ont déclaré qu'il était comparable au plus grand coup de foudre jamais détecté venant des nuages vers le sol. Les boules de foudre sont de petites sphères lumineuses qui flottent en l'air. Elles peuvent être oranges, jaunes, voire carrément rouges. Parfois, ces boules de foudre descendent du ciel. Dans d'autres quais, elles apparaissent comme par magie, flottant à quelques mètres au-dessus du sol. Elles n'émettent aucune chaleur et ne produisent que très peu de bruit. Les boules de foudre peuvent rebondir sur des objets. Si elles rencontrent un objet électrique, comme une télévision, elles disparaissent généralement dans un petit pop discret.
laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais les boules de foudre peuvent aussi déclencher des incendies, ou même exploser. Les chercheurs pensent que ce phénomène pourrait être lié aux orages, mais il n'y a pas encore de preuves tangibles à ce sujet. Lorsque vous voyagez en avion la nuit, vous pourriez être témoin d'immenses éclairs rouges illuminant le ciel à distance. Ils ressemblent à d'étranges méduses spatiales, mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce sont des farfadets ou sylphes rouges, également connus sous le nom de phénomènes lumineux transitoires. Ces formes spectaculaires, brillant dans le ciel nocturne, sont des décharges électriques à très grande échelle. Elles se produisent en haute altitude, au-dessus des nuages d'orage, à des hauteurs pouvant atteindre les 90 km. C'est pourquoi vous ne pouvez vraiment pas les voir depuis la terre ferme. Contrairement à la foudre ordinaire, les sylphes rouges sont positivement chargés, ce qui les rend exceptionnellement rares. Ils ne représentent que 5% de tous les éclairs. Les gens ont observé ce phénomène pour la première fois en 1886 et l'ont photographié en 1889. Les boules de feu des Nagas sont d'étranges boules de feu qui apparaissent comme par magie dans le ciel au-dessus du fleuve Mekong en Thaïlande. On les appelle aussi les lumières fantômes ou les lumières du Mekong. On dit de ces sphères lumineuses qu'elles s'élèvent depuis l'eau dans l'air. Elles peuvent être aussi infimes que de petites étincelles et aussi grandes qu'un ballon de basket. Les riverains prétendent avoir observé d'une dizaine à quelques milliers de boules de feu en une seule nuit. Ce phénomène enchanteur et mystérieux déconcerte les gens depuis des centaines d'années. Selon une légende, ces boules de feu seraient créées par une gigantesque créature semblable à un serpent, que l'on nomme le Naga. Il vivrait dans le fleuve Mekong et cracherait ses boules de feu pour en éloigner les mauvais esprits. Mais bien entendu, la science a une autre explication bien plus ennuyeuse. On pense que ces sphères lumineuses seraient liées au méthane qui s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'air. Il existe une sorte de sifflement appelé cœur de l'aube électromagnétique. Ce sont des sons aigus qui se produisent dans la haute atmosphère lors des orages. Bien que les cœurs de l'aube soient en réalité formés d'ondes électromagnétiques, ils se produisent à une fréquence audible. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être convertis en ondes acoustiques à l'aide d'un récepteur approprié. Ils sont produits par des éclairs dont l'impulsion se déplace le long du champ magnétique de notre planète, d'un hémisphère jusqu'à l'autre. Les missions spatiales Voyager 1 et Voyager 2 ont également détecté une activité semblable à de tels sifflements, non loin de Jupiter. On les connaît maintenant sous le nom de sifflement jovien. Un éclair Superbolt est 100 à 1000 fois plus puissant qu'un éclair habituel. De plus, il peut s'étendre bien au-delà de son orage par an. Les plus gros éclairs s'abattent de novembre à février dans l'hémisphère nord. Ils semblent également se produire plus fréquemment au-dessus de l'océan que sur la terre ferme. Pour déterminer où et quand se produira le prochain super éclair, les scientifiques exploitent un réseau d'une centaine de stations de détection de la foudre, réparties sur 6 continents. Une telle station peut détecter les ondes radio produites par la foudre en se basant sur des fréquences très basses. Grâce à cet équipement, les chercheurs ont enregistré 2 milliards de coups de tonnerre de 2010 à 2018. Parmi eux, 8000 étaient de type Superbolt. Jusqu'à présent, les experts n'ont toujours pas été en mesure de déterminer ce qui provoquait ces puissants éclairs. L'un des types de foudre les plus mystérieux qui soit est sûrement la foudre par temps clair. Il s'agit d'un éclair qui semble provenir de nulle part, puisqu'il se produit dans un ciel dépourvu de nuages. Mais ce qu'il y a de plus incroyable au sujet de cette foudre est qu'elle frappe horizontalement. C'est donc un éclair de nuage à terre, qui s'échappe généralement du flanc d'un nuage d'orage. Ensuite, il parcourt une grande distance hors de celui-ci. Et ce n'est qu'après cela qu'il redescend et s'abat sur la terre ferme. On sait que de tels éclairs peuvent parcourir quelques kilomètres loin de leur nuage d'origine. Et la chose la plus dangereuse à leur sujet est qu'ils viennent d'un ciel bleu et dégagé. Il est une fois arrivé à un cycliste portant un casque d'être frappé à la tête par un éclair, alors que le temps était au beau fixe et le ciel sans nuages. Les experts en ont conclu que l'éclair devait provenir d'un orage situé à une quinzaine de kilomètres de distance. La foudre de Catatumbo est l'orage le plus long du monde. Le cœur de ce dernier, qui se reproduit chaque année, se trouve au-dessus du lac Maracaibo au Venezuela. Cet orage est bien plus élevé qu'un orage ordinaire. La foudre de Catatumbo se déchaîne entre 140 et 160 nuits par an, dure près de 9 heures par jour et génère 16 à 40 éclairs par minute. Vous avez probablement entendu dire que la foudre ne frappait jamais 2 fois au même endroit. Eh bien, Catatumbo ne semble pas se soucier beaucoup de cet adage.
Ou du moins, cela n'empêche aucunement les nuages d'orage de se rassembler au même endroit, année après année. Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel enflammé? Si c'est le cas, il s'agissait très probablement d'un arc-en-ciel de feu, ou Fear Rainbow. Et il n'a rien à voir avec un véritable incendie. Il s'agit d'un type de formation de nuageuse connue sous le nom d'arc circumhorizontal. Ce phénomène rare ne se produit que lorsque les conditions idéales sont réunies. Tout d'abord, certains nuages se forment en haute altitude. Ils sont composés de minuscules cristaux de glace. Le soleil doit ensuite briller à travers ces nuages sous un angle précis. Ensuite, il se réfracte à travers les cristaux de glace et produit une magnifique palette de couleurs. En conséquence, vous voyez un arc-en-ciel qui semble être enflammé. Quant au nom, il a été donné à ce phénomène en raison de ses couleurs. Ce teinte iridescente s'apparente à des flammes, avec des nuances de rouge, de jaune et d'orange. En parlant d'effroyables tempêtes, il nous faut mentionner les orages supercellulaires. C'est le type d'orage le moins courant, mais aussi le plus dangereux. Il est susceptible d'engendrer de terribles conditions météorologiques, des vents dévastateurs, de très gros grêlons, voire de violentes tornades. Ce qui rend les supercellules orageuses uniques, c'est un courant ascendant rotatif profond et persistant appelé mésocyclone. Ces orages peuvent potentiellement durer des heures et causer d'immenses ravages. Les tourbillons de feu, également appelés tornades de feu, s'apparentent à des vortex tourbillonnants de flammes et de cendres, engloutissant les débris et les gaz inflammables. Ils démarrent généralement par un tourbillon d'air, que l'on peut voir grâce à toute la fumée. La chaleur ascendante et les conditions venteuses se combinent pour créer des courants d'air tourbillonnants. Ces tourbillons peuvent devenir si violents qu'ils forment un vortex semblable à une tornade. Les tourbillons de feu sont les plus susceptibles de se produire lors de feux de forêt ou de tempêtes de feu, lorsqu'il y a suffisamment de vent pour créer de grands vortex. Les plus gros peuvent être destructeurs et déraciner des arbres mesurant 15 mètres de haut. Le tourbillon de feu est parfois surnommé tornade, trombe ou même cyclone de feu. Mais ces termes se rapportent généralement à une chose différente. Quand un incendie est si intense qu'il génère une véritable tornade. Les tourbillons de feu diffèrent de cela car leur vortex ne s'étend généralement pas du sol jusqu'aux nuages. Et même si tel est le cas, ils ne sont pas considérés comme des tornades classiques car ils ne se forment pas de la même manière. Un séisme de magnitude 15 pourrait détruire complètement la planète et faire s'évaporer toute l'eau en quelques secondes, rendant la Terre inhabitable. Plus d'1 demi-million de séismes sont enregistrés chaque année. Mais aucun n'atteint une telle magnitude. 90% des tremblements de terre se produisent dans la ceinture de feu du Pacifique. Le sol y est comme de la gelée. Il tremble presque constamment. Le séisme le plus puissant qui ait jamais frappé la Terre avait une magnitude de 9,5. Une telle puissance est capable d'allonger ou de raccourcir une journée. Or, il se produit sans doute en ce moment même un séisme tout près de vous, causé par un grain de poussière atterrissant sur une table. Mais sa magnitude est de moins 15. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques se déplacent. Ce sont comme des pièces de Lego mal fixées. Lorsqu'elles se déplacent vers le haut, vers le bas ou se heurtent les unes aux autres, le sol se déplace aussi, ce qui déclenche des secousses. Cette énergie est comme celle d'une batterie. Elle peut être stockée pendant très longtemps, jusqu'à 500 ans. Lorsqu'elle est soudainement libérée, les conséquences sont terribles. Même les structures les plus solides succombent à cette force implacable qui provoque d'immenses destructions. Dans certains cas, les tremblements de terre peuvent même déclencher des tsunamis, amplifiant le chaos. Une telle puissance peut fissurer et ouvrir le sol et causer des dommages d'une grande gravité. La force d'un tremblement de terre est mesurée par l'échelle de Richter, mais on la mesure aussi par l'échelle de magnitude de moment. Lorsqu'il y a un séisme, nous entendons parler de sa force. Elle est généralement de 1 à 10. Heureusement, nous n'avons pas encore eu de tremblement de terre de puissance 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre le plus puissant de l'histoire moderne s'est produit au Chili dans les années 60. Il était d'environ 9,5 sur l'échelle de Richter, et il a modifié la rotation de la Terre et la durée de nos journées de près de 2 millisecondes. Il a également provoqué un tsunami d'une grande violence et affecté une vaste zone de 4000 km². L'échelle de Richter n'a en réalité pas de limite.
Cependant, tout ce qui dépasserait les 25 n'aurait pas besoin d'être mesuré car si cela arrivait, nous nous transformerions tout simplement en poussière. Et personne ne se soucierait de mesurer la catastrophe. Comme nous l'avons dit, le tremblement de terre le plus violent avait une magnitude de 9,5. Si cette magnitude avait été plus forte d'un demi-point seulement, cela aurait créé une ligne de rupture de 3500 km de long. C'est presque 7 fois la taille du Wyoming. Un tremblement de terre de magnitude 11 créerait une fissure courant sur la moitié du globe. D'immenses tsunamis frapperaient dans les zones côtières, détruisant tout. Et nous connaîtrions une crise environnementale de grande ampleur. Si vous aimez la randonnée, vous auriez alors de nouvelles montagnes à explorer, créées par le terrifiant tremblement de terre. Même la température pourrait augmenter en raison des éruptions volcaniques et des gaz à effet de serre résultant de ce désastre. Notre planète serait comme un four brûlant. Les zones les plus sûres seraient celles qui sont le plus éloignées des villes, des mers, des océans et des montagnes, où les glissements de terrain seraient plus rares. Les pays non préparés aux tremblements de terre seraient totalement détruits et les villes se transformeraient en tas de décombres et de poussière. Et monter encore sur l'échelle de Richter ne ferait qu'aggraver les choses. Mais rassurez-vous, un tremblement de terre de cette puissance est impossible. La Terre ne dispose pas d'assez d'énergie pour produire de tels séismes. Mais il y a quelque chose qui possède beaucoup plus de puissance et qui peut provoquer des méga-séismes. Les astéroïdes ont suffisamment de force pour détruire notre planète, comme nous le savons bien depuis l'ère des dinosaures. Cet astéroïde faisait environ 10 km de long et a causé d'énormes dégâts sur la planète. Il a déclenché des tremblements de terre qui ont secoué le sol pendant des mois. Ces tremblements de terre étaient environ 50 000 fois plus violents que le fameux séisme du Chili. Et ils ont provoqué un tsunami 30 000 fois plus puissant que le tsunami de l'océan Indien. Pourtant, ce dernier était l'un des tsunamis les plus dévastateurs à avoir jamais frappé la Terre. Les tremblements de terre causés par l'astéroïde en question avaient une magnitude de 11, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus puissante et la plus effrayante jamais enregistrée. Espérons que cela ne se reproduise pas. Le tsunami de l'océan Indien n'a affecté que certaines zones. Le tsunami de l'astéroïde, quant à lui, a affecté la planète entière et ses vagues mesuraient 10 mètres de haut. Même si vous aviez voyagé jusqu'à l'endroit le plus reculé de la Terre, vous n'auriez pas pu échapper à ce cauchemar. Un séisme de magnitude 15 ne serait pas 50% plus fort que le séisme du Chili. Cette échelle ne fonctionne pas comme ça. Il serait environ 100 millions de fois plus puissant qu'un séisme de magnitude de 9,5. Il pourrait faire s'évaporer toute l'eau sur Terre, nous laissant dans un désert immense sans possibilité de survie. Tous les écosystèmes s'effondreraient, toutes les chaînes alimentaires seraient rompues, et probablement seules quelques bactéries ultra-résistantes survivraient à ce fléau. Et ce n'est de là qu'une toute petite partie de la catastrophe qui surviendrait alors. L'océan régule la température de notre planète. Sans lui, la Terre serait super chaude. L'océan sert également de bouclier contre les puissants rayons du soleil. Il absorbe la chaleur et refroidit la Terre. Selon les scientifiques, le plus grave pour nous serait l'impossibilité pour la croûte terrestre de résister aux violentes secousses d'un tremblement de terre de magnitude 15. Si par miracle notre planète survivait et ne tombait pas immédiatement en poussière, il y aurait quand même d'énormes failles dans sa croûte. Le sol deviendrait gélatineux. Il bougerait de manière aléatoire, vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et aucun bâtiment ne pourrait tenir. Nous serions renvoyés à l'époque de Stonehenge. De tels mouvements tectoniques sont extrêmement dévastateurs. Une chose similaire s'est produite au Japon, lorsque les plaques tectoniques se sont écartées d'une 50aine de mètres l'une de l'autre, puis se sont rapprochées, créant un séisme de magnitude 9. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri de ce phénomène naturel qui fait froid dans le dos. Pourtant, certaines zones sont plus susceptibles d'être détruites que d'autres, comme la ceinture de feu, où se produisent 90% des séismes. C'est un endroit où les séismes sont presque quotidiens. La ceinture de feu est située dans l'océan Pacifique. Elle forme comme un anneau le long des continents qui bordonnent le Pacifique. Là, plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, et le sol y est extrêmement instable. Pour rendre le problème encore plus terrifiant, 75% des volcans actifs se trouvent dans cette zone. 90% des volcans endormis s'y trouvent également, rendant cet endroit extrêmement dangereux. Les scientifiques surveillent attentivement cette région et cherchent un moyen de prédire quand le prochain séisme frappera. Mais la ceinture de feu n'est pas le seul endroit à risque. En Californie, le long de la faille de San Andreas, 2 plaques tectoniques ont accumulé de l'énergie pendant plus de 200 ans.
La faille de San Andreas s'étend sur 1150 km et pourrait causer un puissant tremblement de terre. Les gens de cette région ont très peur des séismes. Celui de San Francisco en 1906 a marqué les esprits. Il avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Les prédictions des scientifiques sont effrayantes. Ils disent que la probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 6,7 est très élevée dans la région. Si tout commence à mal tourner, il vous faudra savoir quoi faire. Évitez tout ce qui peut vous tomber dessus. Fenêtres, placards et plafonds instables. Les experts ont l'habitude de dire que dans de telles circonstances, il faut se baisser, se couvrir et s'accrocher. Restez près du sol. Cachez-vous sous quelque chose de stable et ne bougez pas jusqu'à ce que les secousses cessent. Restez même sous votre abri pendant 2 minutes de plus, au cas où il y aurait des répliques ou des chutes de débris. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Si ça sent le gaz, n'allumez pas les lumières et ne faites rien qui pourrait l'enflammer. Restez fort et gardez courage. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède 2 faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment,
Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors Osiris Apex qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. Osiris Apex va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. Osiris Apex possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable. Mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver.
Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Il existe une chance pour que notre galaxie entière de la Voie lactée soit située dans un prétendu vide spatial. C'est une région où il y a relativement peu de matière par rapport à d'autres coins de l'univers connu. Elle est donc beaucoup moins dense qu'ailleurs. En d'autres termes, nous pourrions exister dans une sorte de bulle d'air dans un gâteau. Si tel était le cas, cela signifierait que nous sommes encore plus seuls que nous le pensions. Dans notre univers, toutes les galaxies s'éloignent constamment les unes des autres. Pour comprendre à quelle vitesse elles s'éloignent, les chercheurs ont recours à une chose appelée la constante de Hubble-Lemaitre. C'est comme un compteur kilométrique, mais à l'échelle galactique. Toutefois, il existe un mystère cosmique surnommé la tension de Hubble. Cela remet en question ce que nous pensions savoir de l'expansion de l'univers. Les scientifiques considéraient autrefois la constante de Hubble-Lemaitre comme un guide fiable, mais nos observations récentes remettent cette fiabilité en question. Les vitesses que nous observons dans la réalité ne correspondent pas aux distances que nous avions calculées et projetées. On ne sait pas pourquoi ces mesures ne correspondent pas. Des chercheurs ont suivi les mouvements des supernovas et ont constaté que l'univers semblait s'agrandir plus rapidement autour de nous que dans son ensemble, comme s'il nous évitait exprès. Après avoir pris cela en considération, on a commencé à supposer que nous pourrions tous vivre dans un vide cosmique. Les vides cosmiques sont de vastes espaces de vide entre les galaxies. Ils font ressembler notre univers entier à une grande éponge. Mais revenons au début, juste une fraction de seconde après le Big Bang. Juste après le commencement de tout, l'univers n'était qu'un plasma chaud et comprimé. Il ne présentait que de très petites variations de densité, appelées fluctuations quantiques. Après le Big Bang, l'univers a commencé à s'étendre. Ces fluctuations quantiques se sont développées avec lui, créant des régions où la densité de la matière varie. En raison de cela, l'univers ne s'est pas dilaté de manière uniforme partout. À la place, de petits amas de matière ont commencé à se regrouper, créant au fil du temps d'énormes structures, les galaxies. Celles-ci sont disposées en grands murs et filaments avec d'énormes écarts entre elles. Et ces écarts sont les vides, également connus sous le nom d'espaces sombres. Ces vides ne sont pas exactement vides. Ils recèlent en réalité plus de 15% de la quantité de matière que l'on trouve en moyenne dans l'ensemble de l'univers. Ils contiennent encore du gaz, de la poussière, de la matière noire, et même des étoiles et des galaxies. Cependant, ils ont une densité de matière très inférieure à celle des régions où se concentrent les galaxies, environ 1/10 de celle-ci. C'est pourquoi nous les considérons comme pratiquement vides. En général, leur diamètre varie de 30 à 300 millions d'années-lumière. C'est une distance énorme, même à l'échelle spatiale. Pour comparaison, la plupart des planètes et des nébuleuses que nous avons découvertes jusqu'à présent se situent à des centaines et plus rarement à des milliers d'années-lumière de nous. Dans le cas des vides galactiques, si vous étiez au milieu de l'un d'eux, vous ne verriez qu'une obscurité apparemment éternelle. Les étoiles les plus proches qui seraient tellement éloignées qu'elles vous seraient presque invisibles. Certains d'entre eux sont particulièrement vastes. Ils sont connus sous le nom de supervides. Le plus grand connu a été baptisé de manière très inspirée, le vide géant. Il est si grand qu'il nous est impossible de le concevoir, à une distance d'1,5 milliard d'années-lumière et avec un diamètre d'1 à 1,3 milliard d'années-lumière. Oui, c'est essentiellement un immense vide obscur. Mais même cet immense vide n'est pas entièrement creux. Le vide géant abrite 17 amas de galaxies différentes dans son étendue. Toutefois, ce n'est peut-être pas le plus grand vide de notre univers. Il existe également une chose appelée le point froid. C'est une zone inhabituellement grande et froide de notre univers que nous avons observée au moyen de micro-ondes. Elle ressort vraiment sur la carte de notre cosmos avec ses températures étonnamment basses. Et les scientifiques ont passé de nombreuses années à essayer de comprendre de quoi il s'agit. En 2015, des scientifiques ont suggéré que cet endroit pourrait être un super vide et probablement le plus grand jamais découvert. Faisant preuve d'encore plus d'originalité avec celui-ci, ils l'ont surnommé le Grand Vide. Si tout cela est avéré, cet endroit serait un vide d'environ 1,8 milliard d'années-lumière de diamètre, environ 1000 fois plus grand que les vides typiques. Tout le monde ne pense pas que ce soit possible, de sorte que les chercheurs continuent de débattre à son sujet. Il existe une autre théorie intéressante sur cet endroit. Un chercheur a suggéré qu'il pourrait être une trace de notre collision avec un monde parallèle. C'est une hypothèse assez audacieuse, mais malheureusement,
Il n'existe actuellement aucun moyen pour nous de la confirmer ou de la réfuter avec nos technologies actuelles. En tout cas, à mesure que l'univers s'étend, ces vides grandiront et les parois reliant les amas galactiques s'étireront et se rompront. Finalement, les vides fusionneront, laissant ces amas de galaxies liés par la gravité comme des îlots dans un vide grandissant. En d'autres termes, tôt ou tard, le grand vide englobera tout dans notre univers. Eh bien, il s'avère que nous pourrions être une rare exception au sein d'un super vide, qui ne représente que 15% de la matière totale. Ceci expliquerait pourquoi nous sommes entourés de relativement peu de galaxies. Cette découverte, si elle est avérée, remet en question le modèle standard de la cosmologie que nous avons créé sur la base des travaux d'Albert Einstein. Cela signifierait que la gravité en général se comporte différemment de ce à quoi nous nous attendions. Selon le modèle standard, une sous-densité aussi significative ne devrait pas exister. En raison de cela, les scientifiques vont devoir considérer et explorer cette idée en profondeur. Elle pourrait bien remettre en question les bases mêmes de notre compréhension de la physique. Les scientifiques l'ont appelé le vide KBC, et cette découverte pourrait receler des indices capables d'expliquer le paradoxe de Fermi. Peut-être que dans cette partie spécifique de l'univers, où nous nous trouvons, la probabilité que la vie intelligente se développe quelque part à proximité est extrêmement faible. Peut-être que tous les êtres doués de conscience se trouvent quelque part au-delà de notre supervide. Mais cela ne signifie pas que nous devrions perdre espoir, ou que la vie quelque part à proximité soit impossible. En fait, la vie dans l'univers pourrait être beaucoup plus commune que nous ne le pensions auparavant. Nous savons que les planètes internes, comme Mercure et Vénus, sont inhospitalières en raison de leurs conditions extrêmes. Néanmoins, Vénus semble digne d'intérêt car, même si la toxicité de cette planète est insensée, les astronomes pensent qu'elle aurait pu ressembler beaucoup à la Terre dans le passé. Elle aurait même pu abriter la vie. Hélas, elle se trouvait trop proche du Soleil, et toutes ces bonnes conditions se sont évaporées avec le temps. Mais il existe une possibilité que la vie microbienne subsiste dans ces nuages de haute altitude. Mars, un désert froid, aurait également pu être un endroit plus accueillant dans le passé, avec des rivières et des lacs. Bien qu'il lui manque à présent une atmosphère protectrice, une vie ancienne aurait pu exister là-bas. Dans ce cas, elle aurait potentiellement laissé quelques fossiles, et des microbes souterrains pourraient toujours y survivre. Nous avons découvert certains indices de leur présence, mais nous débattons toujours pour savoir si ces traces étaient vraiment de nature organique ou non. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, et les géantes glacées ne sont pas idéales pour la vie, mais leur lune offre quelques espoirs. Europe possède un océan sous sa surface gelée, ce qui en fait une candidate potentielle. Encelade rejette même de l'eau dans l'espace, comportant des molécules complexes, qui laissent présager des possibilités intéressantes. Et Titan est tout à fait unique en son genre. Il présente des cours d'eau à sa surface, des rivières et des lacs d'hydrocarbures. Bien que ces températures glaciales ne soient aux guères propices à la vie, les chercheurs se demandent s'ils pourraient abriter une vie chimiquement différente. Pourtant, il nous faudra des décennies afin d'inspecter tous ces corps célestes et de les étudier correctement. Nous n'avons rien envoyé là-bas depuis l'époque de Voyager 2. Mais si nous avons de la chance, nous pourrions explorer l'ensemble de notre système solaire au cours du XXIe siècle. Dans tous les cas, il y a beaucoup de potentiel pour la vie, même dans notre seul système solaire, sans même mentionner toutes les planètes et galaxies que nous avons découvertes à proximité. Nos estimations suggèrent que l'univers observable, celui que nous pouvons voir donc, pourrait abriter environ 5300 milliards de mondes habitables. L'une des candidates les plus probables jusqu'à présent est Kepler 180 6F. C'est une planète potentiellement semblable à la Terre, seulement 10% plus grande que celle-ci. Elle orbite autour d'une naine rouge, qui est une étoile un peu plus sombre, plus froide, mais avec une plus grande longévité que notre Soleil. Et elle ne se trouve qu'à environ 490 années-lumière, ce qui peut sembler beaucoup, mais souvenez-vous des distances que nous avons évoquées avec les supervides. Alors, même si nous nous trouvons vraiment dans un supervide, nous avons encore la chance d'avoir de nombreuses galaxies et planètes autour de nous. Et si un jour nous trouvons un moyen de voyager à travers l'univers, quitter le vide KBC sera probablement à notre portée.